Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Procès État du Sénégal. Yavuz Selim, le verdict attendu le 9 octobre prochain. À Saint-Louis, la police a fermé ce matin l'établissement privé coïncidant avec la rentrée des classes. Justement, à moins de 15 jours de la rentrée scolaire, l'heure est à la réhabilitation dans certains lycées de Dakar. Au lycée Lamine Gueye, bâtiments administratifs et salles de classe ne sont pas encore prêts, contrairement à Ngalandou Diouf. La polémique enfle après les déclarations de l'ex-secrétaire général de la LD, Mamadou Ndoye Abdoumbo de la paire, s'inscrit en faux contre ces informations. Pour l'ancien ministre Bamba Ndiaye du Grand Parti, ces pratiques ne sont pas nouvelles. Ils ont décidé de ne plus observer une grève de la faim. Les victimes de démolition à Tivaouane Peulh ont été convaincus par le maire de Sangalkam, Omar Gueye. Le ministre de la Pêche leur a signifié la volonté du gouvernement de régler cette affaire. Et puis l'invité du 20h, il s'agit d'Ibrahima Diaw, consultant de la société Astron. Il sera avec Mamadou Ibra Kane. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Ce procès de l'État du Sénégal contre Yavuz Selim, le juge des référés, va délibérer le 9 octobre prochain. L'État sénégalais avait saisi le juge pour désigner la Fondation Marif comme administrateur provisoire, ce que dénoncent les avocats de la partie civile qui estiment que l'État n'a pas cette prérogative. Les détails avec Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. Le bras de fer continue. L'État du Sénégal veut confier la gestion des établissements de Yavuz Selim à Marif. Le juge des référés saisi pour désigner la fondation comme administrateur provisoire. Ce qui n'est évidemment pas, j'allais dire, des prérogatives de l'État qui n'est même pas habilité dans le cas d'espèce à initier une telle action. C'est pourquoi nous avons invité tout un chacun, comme ça a été le cas tout à l'heure dans la salle, surtout l'État, à garder la lucidité, quelles que soient les recommandations ou les injonctions d'un État qui, de surcroît, tente souvent et depuis quelque temps de demander à des États africains de fermer les groupes scolaires Yavuz Selim dans des pays africains, comme vous le constatez. Donc certains États africains, même à travers des décisions de justice, ont passé outre ces injonctions. Une précipitation de l'État sénégalais dans cette affaire, selon Maître Boukounte Diallo. Les avocats de Yavuz Selim, avaient saisi la Cour suprême d'un recours en annulation qui n'a pas encore statué. Mais jusqu'à ce jour, soit plus de 10 mois, la Cour suprême n'a pas vidé ce contentieux qui aurait dispensé l'État de saisir le juge des référés pour la désignation d'un administrateur provisoire. Mais qu'est-ce qui fait que l'État soit aussi et plus pressé que nous? D'autant plus que nous avons évoqué des arguments de droit, de violation de nos textes, et nous attendons simplement décision de justice. Là où l'État refuse de se plier donc au comportement et j'allais dire à la procédure actuellement initiée, qu'une procédure de droit prévue par la loi. Je pense que nous sommes des citoyens et nous sommes tous responsables devant la loi et nous devons respect à cette loi, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse de Yavuz Selim, dès lors que nous avons saisi les autorités judiciaires pour vider l'essence même du contentieux. Nous devons raison garder, donc prendre un peu de distance et attendre. Le juge des référés doit rendre son délibéré le 9 octobre prochain. À Saint-Louis, la police a fermé ce matin l'établissement privé Yavuz Selim, coïncidant avec la rentrée des classes. Une situation décriée par la direction et les parents d'élèves qui veulent que justice soit faite dès maintenant. Reportage signé sur place, nos correspondants Habib Sek et Ousseynou Diop. Le gouverneur de Saint-Louis a finalement ordonné la fermeture de l'école privée de Saint-Louis Yavuz Selim. Tôt le matin, les forces de l'ordre ont encerclé les lieux. La police a refusé aux enseignants et aux élèves l'accès à l'établissement. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes à Yavuz Selim. À notre grande surprise, c'est les forces de police que nous trouvons à l'entrée de l'établissement. Sous le prétexte que Yavuz Selim n'a pas autorisation à ouvrir les classes aujourd'hui. Et c'est un étonnement pour tout le monde, les parents d'élèves, les enseignants. Pour la direction, c'est une violation des droits de nos citoyens. Évoquer un peu la frustration en tout cas des enfants.
des enfants qui viennent de passer 2 mois de vacances, qui étaient pressés de revenir en classe, de revoir leurs camarades et qui ce matin se voient refuser l'accès de leur école. Je dis que sur le plan psychologique, certainement cela aura des effets parce que très longtemps, ils se souviendront qu'en tout cas octobre 2017 a été une rentrée spéciale pour eux parce que c'est la police qu'ils ont trouvée devant leur école. Mais l'association des parents d'élèves et la direction de Yavuz Selim Nord comptent mener la lutte pour que justice soit faite. C'est une situation tout à fait, je ne sais pas comment la qualifier, qui n'honore pas, disons, la ville de Saint-Louis, encore moins, n'est-ce pas, notre administration. Les portes de Yavuz Selim Saint-Louis sont fermées par la police à la rentrée. Devant l'établissement, les élèves étaient impuissants en présence des forces de l'ordre. Je vous le disais dans les titres, les travaux de réhabilitation engagés dans certains lycées de Dakar se poursuivent à moins de 15 jours de l'ouverture des classes. Les salles de classe et bâtiments administratifs du lycée Lamine Gueye ne sont pas encore prêts à accueillir les élèves. Quant au lycée Ngalandou Diouf, l'essentiel des travaux a été fait. En reportage signé Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Il s'agit de réhabiliter quelques établissements d'enseignement public au Sénégal. C'est le cas du lycée Lamine Gueye de Dakar, encore en chantier, à moins de 15 jours de la rentrée. Ici, des milliers d'élèves sont attendus. L'électricité. Le appareil. On a même posé le coffret. Lycée Ngalandou Diouf, un autre établissement concerné par le projet de réhabilitation. Depuis août, les ouvriers sont à pied d'œuvre. On est très optimiste que d'ici la rentrée le 9 octobre, Inch'Allah, tout sera terminé. Donc l'essentiel des salles de classe seront livrées. Il restera 2 salles de classe, sinon 3 qui ne seront pas disponibles. Sous l'œil attentif du proviseur, des ouvriers s'affairent autour des finitions dans certaines salles de classe de l'établissement. On est en train de voir comment faire pour contourner ces difficultés-là. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de voir avec d'autres établissements du primaire qui sont aux alentours pour voir comment nous pourrons disposer de salles de classe pour pouvoir y travailler, ne serait-ce que les après-midi. Le 9 octobre, la date retenue pour la rentrée des classes, mais le constat dans certains établissements fait craindre que le concept Ubitei Djangetei ne sera pas effectif dans certains établissements encore en chantier. La polémique enfle suite aux déclarations polémiques de Mamadou Ndoye Abdoumbo, porte-parole adjoint de l'APR, parle de fausses informations de la part de l'ex-secrétaire général de la LD. Bamba Ndiaye, membre du grand parti, soutient qu'il s'agit là de pratiques qui ne sont pas nouvelles et qui remettent en question l'éthique des hommes politiques. En sujet signé Moussa Ngom et Tierno Laurent Mendy. Quelques propos fracassants de l'ex-secrétaire général de la LD. Quand j'ai été élu secrétaire général et après que je suis allé dans le cadre de l'Alliance me présenter au président de la République, le président de la République m'a proposé ceci. Mamadou, je te donne un poste de ministre conseiller. Ou bien, comme je le fais pour d'autres, je te donne 4 millions par mois. Des révélations qui sèment la discorde au sein de la Ligue démocratique, mais sont également à l'origine d'une nouvelle polémique remettant en cause l'intégrité des hommes politiques au Sénégal. Un problème de transparence et un problème d'éthique. Je pense qu'aussi bien la LD de Mamadou Ndoye, que je connais bien, que le président de la République, M. Macky Sall, ne devrait s'adonner à de telles pratiques. C'est anormal, je ne peux pas comprendre qu'une fois arrivé au pouvoir, qu'il puisse accepter ce que tout le monde appelle, et il n'a pas un autre nom, un véritable partage du gâteau. Si du côté de la LD, on estime que l'argent était destiné à la personne et non au parti, du côté de l'APR aussi, on dément et met ces révélations sous le compte de frustration du mis en cause. Je voudrais vous dire, pour vous confirmer, que le président de la République, Macky Sall, ne finance aucun parti politique. C'est un Sénégalais qui a un parcours et qui peut apporter quelque chose pour la marche de ce pays-là. Maintenant, le président de la République peut bel et bien lui proposer un poste de ministre conseiller. Maintenant, quand il y a aussi un appui du président de la République par rapport à une personne que je ne confirme même pas,
Mais ça, c'est entre le président de la République et cette personne-là. Vrai ou faux, mais selon Bamba Ndiaye, il s'agit d'une pratique qui n'est pas inédite dans les relations entre partis au pouvoir et alliés, mais n'en est pas moins antidémocratique. Bien avant lui, ces pratiques existaient. On se rappelle les révélations de l'ancien Premier ministre, M. Souleymane Ndéné Ndiaye, concernant Ande Dieuff de Landing Savané. Il faut appeler les choses par leur nom. Je crois qu'on a donné trop de pouvoir à nos présidents de la République. Ils ont ce qu'on appelle des caisses noires ou des fonds politiques qu'ils utilisent à leur guise. Et malheureusement, l'utilisation ne répond à aucune norme d'éthique. Un débat controversé qui intervient à l'heure où une relative opacité entoure encore le financement des partis politiques au Sénégal. Autre aspect de l'actualité, les victimes de démolition à Tivaouane-Peulh ne vont finalement plus observer de grève de la faim. La médiation du maire de Sangalkam est passée par là. Le ministre de la Pêche leur a signifié la volonté du gouvernement de régler cette affaire. Là-dessus, je vous propose d'écouter Pape Khalil Gueye, membre du collectif interrogé par Ousseynou Diop et Bira Diagne. Le collectif s'est réuni aujourd'hui pour surseoir la grève de faim qui a été décidée au niveau de Tivaouane-Peulh. Le président de la République a ordonné au Premier ministre qui a transmis à Omar Gueye, qui nous a reçus, qui a dit que de surseoir parce qu'il y a des solutions. Actuellement, nous sommes en pourparlers. Et on pense que l'État doit trouver une solution par rapport à ça. VDN, il a 4 tranches, la première, la deuxième et quatrième, qui se trouve au niveau de Tivaouane-Peulh. Donc, au niveau de Malika, de Guédiawaye et au niveau de Cambérène, ces derniers ont été dédommagés. Mais à Tivaouane-Peulh, nous avons assisté à une politique de bulldozer que l'État a utilisée pour exproprier la population. L'ensemble des victimes ici présentes tiennent à vous dire que d'ici 15 jours, si rien n'est fait par rapport à ce délire-là que le directeur de la DESCOS a orchestré ici en démolissant nos maisons, nous allons réitérer nos actes. En commençant par cette grève de la faim, nous allons monter jusqu'à l'inattendu. Nous allons à Kaffrine à présent avec le maire de Djokon qui plaide pour des unités industrielles de transformation des produits cultivés dans la zone et des voies de désenclavement. Cette Diop également au conseiller demande la construction d'une voie de contournement pour les camions gros porteurs. Je propose de l'écouter, il est interrogé par Ibrahima Diamé. Aujourd'hui, ce qui est priorité dans le département de Kaffrine ou bien la région de Kaffrine, c'est essayer de créer des unités industrielles, essayer aussi de faire vraiment des unités de transformation, mais essayer aussi de construire des pistes, mais aussi des goudrons, utilement comme Nganda Kaffrine, comme aujourd'hui Kaffrine jusqu'à Djokul, pourquoi Djokul jusqu'à Kachot, pourquoi Kachot jusqu'à Medinat Salam. Ce sont des villages enclavés. Nous voulons vraiment des pistes ou bien des goudrons, comme tout le monde. Aujourd'hui, à Kaffrine, nous avons des difficultés, des embouteillages, parce qu'il y avait une route seulement qui traverse à Kaffrine. Vraiment, nous voulons une route contournable. Parce qu'aujourd'hui, c'est la route nationale numéro 1. Vous voyez les citernes maliens, vous voyez les motos Jakarta, vous voyez les charrettes, vous voyez tout ce qui passera dans ce même route. Ça aussi, vraiment, nous voulons, vraiment, nous sollicitons le président de la République, parce que c'est possible que pour nous, vraiment, nous sommes des communes qui sont vraiment avec une nombreuse population. Aujourd'hui, la commune de Djokul, ça compte presque 30 000 habitants. Kachot, 31, 32 000 habitants. Nous allons à présent à Tivaouane. Serigne Baïsi Mansour, khalife général des Tidjanes intronisé donc ce dimanche suite au 3e jour du rappel à Dieu d'Abdoulaziz Sy Al Amine. Selon les talibés Tidjanes, Serigne Baïsi est un homme de Dieu, un homme très vertueux. Son discours a attiré l'attention de nombreux fidèles. Cheranta Diop, c'est la terre. Fin du suspense après la période de deuil de 3 jours, la famille de Maodo a désigné Serigne Mbaye Mansour Sy comme 7e khalife général des Tidjanes. Annonce est faite par le nouveau porte-parole de la famille de Maodo, Pape Malick Sy Babacar, sous les applaudissements nourris de l'assistance. Selon certains proches du nouveau khalife général des Tidjanes, le fils aîné d'El Hadji Mansour Sy est un homme de Dieu d'une dimension exceptionnelle qui a toujours préféré le sens de l'honneur aux honneurs faciles. Cette famille, elle est indivisible. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum l'avait prié avant son départ pour que cette famille soit unie. Donc c'est Serigne Babacar Sy Mansour qui est revenu à la commande.
c'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis Mam Abdou. Il a su aussi accompagner son frère, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. Donc la lettre de confirmation de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin qui vient confirmer ce khilafa de Serigne Babacar Sy Mansour. Donc voilà une consécration. Voilà aujourd'hui un jour de gaieté, d'union, de fraternité, mais surtout de jovialité. Parce que c'était ça la volonté de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. Qui connaît Serigne Mbaye Sy Mansour, et je peux dire Serigne Babacar Sy Mansour, c'est que c'est un homme de caractère, un homme véridique, un homme qui ne tourne jamais autour de lui. Tout le monde le connaît par sa droiture. Nous prions, n'est-ce pas, que le bon Dieu l'assiste, n'est-ce pas, et que tous les talibés Tidjane aussi constituent un noyau dur autour de lui, n'est-ce pas, pour l'accompagner à accomplir cette lourde tâche, cette lourde mission. J'ai perdu tous mes mots à cause de la tristesse. Mais on peut dire que le nouveau calife là, c'est un, comme on l'a dit, prince de la vérité et du vertu. Ça, on peut le dire, le nouveau calife est l'homme de la vérité, mais aussi du vertu. Serigne Mbaye Sy Mansour met en garde les fidèles contre certaines dérives calomniatrices. Il leur demande d'éviter de venir lui rapporter des allégations sur le dos de quiconque. À tous les musulmans, il tend la main et ouvre le cœur au nom de la famille Sy. Cheikh Anta Diop, nous allons à Touba, à Tambacounda plutôt, en forum sur l'emploi pour accentuer la lutte contre la criminalité. Selon les jeunes organisateurs, la création d'emplois faciliterait la cohésion et la paix sociale. Les détails avec notre correspondant sur place, Moussa Omar Gueye. Face à une montée fulgurante de la criminalité dans la sous-région et au Sénégal, la création de l'emploi au profit des jeunes pourrait être une alternative pour mieux promouvoir la paix et la cohésion sociale. Le forum du Procosoc, programme pour la cohésion sociale en zone frontalière Tambacounda et Matam, une véritable occasion pour débattre sur cette problématique. Tamba est frontalier donc de 5 pays. L'extrémisme déjà est provoqué davantage s'il n'y a pas déjà, s'il y a un problème d'emploi. Donc je pense qu'aujourd'hui ce problème, les stratégies que nous devons mettre en place, c'est d'accompagner les jeunes comme le PNUD, la coopération japonaise et le gouvernement du Sénégal ont eu à comprendre que très tôt, si on ne se lance pas sur la formation des jeunes, mettre les jeunes à la porte de l'emploi et de l'employabilité, donc il y aura des problèmes. Le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse rassure les jeunes de la région orientale. Des efforts seront consentis pour faciliter l'accès à la formation, au financement et à l'emploi. La jeunesse des coins les plus reculés du pays. Aujourd'hui, ma présence ici, à Tamba, est la preuve que le ministre fera le nécessaire pour se rapprocher de cette jeunesse-là, l'écouter, l'entendre et satisfaire ses besoins selon les moyens dont il dispose. Mathieu Siawela, le directeur pays du PNUD, programme des Nations Unies pour le développement à Dakar, a également pris part au forum Procosoc de la jeunesse. Nous allons à Thiès, la passation des marchés publics, des activités exposées à la corruption et à la fraude. Le constat est général, selon des experts, pour une meilleure transparence dans la gestion des collectivités locales. Des élus locaux sont à l'école des procédures de passation des marchés publics. Les détails avec Cheikh Anta Diop et Célia Thier. Pendant 2 jours, des élus locaux venus des départements de Thiès et Tivaouane, mais aussi de la commune de Nioro, sont à Pire en formation sur les procédures de passation de marchés publics. Une manière d'outiller ces acteurs pour leur permettre de mieux répondre aux exigences en matière de transparence dans le processus de passation des marchés. Quand on parle de passation des marchés, c'est une des activités qui est la plus exposée à la corruption, à la fraude. Et là, c'est valable dans toutes les administrations. Ce n'est pas seulement au niveau des collectivités locales. Et là, on est à la 3e session, puisqu'après les élections de 2014, on avait vu beaucoup de conseillers qui n'avaient aucune formation, aucune capacité pour pouvoir accomplir leur mission. C'est l'agence régionale de développement de Thiès qui a assuré la formation. Il y a aussi un constat qui est fait, c'est que le code de 2014 consacre une plus grande responsabilisation des sociétés contactantes. Parce que les seuils de revue a priori ont été revus à la hausse. Maintenant, pour qu'un marché puisse passer au niveau de la DCMP pour la revue a priori, il faut que ça soit égal à 300 millions pour les travaux, plus de 200 millions pour les fournitures et 150 millions pour les services intellectuels.
Et vous convenez avec moi que rares sont les collectivités territoriales qui passent des marchés de 200 millions. C'est que tous ces marchés-là doivent être contrôlés à l'interne par les cellules de passation de marché. Et malheureusement, les cellules n'ont pas souvent les capacités et les compétences qu'il faut pour le faire. Selon les participants, la capacitation des élus locaux se pose comme une exigence, surtout pour la transparence. La World Wide Web Foundation veut résorber le gap et de la fracture numérique entre hommes et femmes au Sénégal pour atteindre les objectifs du développement durable. C'était à l'occasion d'une conférence régionale pour l'Afrique francophone sur l'intégration de la dimension genre dans les politiques et programmes du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Compte rendu signé Aïssatou Paye et Modou Diop. Réduction du fossé numérique, atteinte de l'équité et de l'égalité des genres dans les politiques et programmes du secteur numérique, objectif que la World Wide Web Foundation et ses partenaires essaient d'atteindre en vue d'une autonomisation des femmes dans ce secteur stratégique. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons l'ambition avec la cellule genre de démocratiser l'accès à l'Internet. Parce que vous savez qu'il y a certainement des barrières spécifiques au genre qui empêchent encore l'utilisation ou l'équité et l'égalité des genres dans le domaine de l'accès et de l'utilisation des TIC. Donc nous voulons un accès à un coût abordable pour en tout cas les femmes, surtout au niveau des TIC. Alors nous voulons donc démocratiser l'accès à l'Internet. Programme, nouveau plan d'action pour venir à bout d'un difficile accès à Internet. Notamment important, c'est un projet pour inciter les filles à choisir les filières scientifiques. Ce projet également, ce cadre également un projet pour en tout cas financer toutes les initiatives allant dans le sens de l'intégration du genre dans le secteur des TIC. Nous avons également un programme très important, c'est le programme de développement de l'emploi numérique féminin, dont l'étude de faisabilité est presque bouclée. Donc aujourd'hui également, dans le cadre de l'intégration du genre dans les budgets, nous avons également identifié un certain nombre d'activités qu'on va mettre en œuvre pour permettre l'intégration effective du genre. Du 25 au 27 septembre, World Wide Web Foundation, en partenariat avec ONU Femmes et l'UNESCO, vont mettre en place des stratégies de développement durable en vue de faciliter l'accès d'éthique aux femmes. L'actualité internationale, c'est tour à tour le Nigeria, l'Égypte, les États-Unis et la France, où des organisations non gouvernementales et associations accusent le groupe BNP Paribas d'avoir financé les miliciens Hutus lors du génocide rwandais de 1994. Un récit signé Daniel Diouf. Rebondissement sur le génocide de 1994 au Rwanda, l'association anticorruption Sherpa, le collectif des partis civils pour le Rwanda et l'organisation non gouvernementale Ibuka France accusent le groupe bancaire français BNP Paribas d'avoir permis en juin 1994 le financement de l'achat de 80 tonnes d'armes au profit des miliciens Hutus en plein génocide des Tutsis. Ces organisations avaient déposé en juin une plainte avec constitution de partie civile afin que des juges d'instruction soient saisis du dossier. Des juges français ont été désignés pour enquêter sur cette plainte, a appris lundi l'AFP de sources proches du dossier. L'information judiciaire a été ouverte le 22 août pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Le dossier confié à des magistrats du tribunal de grande instance de Paris. Au Nigeria, près de 3000 déplacés du camp de Dalori ont défilé dimanche dans les rues de Maïdougouri. Ils dénoncent le manque d'eau et de nourriture et les conditions épouvantables dans lesquelles ils vivent. Les manifestants demandent également aux autorités de les laisser rentrer chez eux pour reconstruire leur vie. Des hommes et femmes déplacés par l'insurrection du groupe Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Une dizaine de personnes ont été arrêtées au lendemain de la manifestation. La nouvelle mouture du décret migratoire du président américain Donald Trump a été dévoilée dimanche. Dans cette version revisitée, 3 pays font leur entrée sur la liste des citoyens dont l'accès est interdit ou limité aux États-Unis. 8 au total. L'Iran, la Libye, la Syrie, la Somalie, le Yémen, le Venezuela, la Corée du Nord et le Tchad sont accusés par les États-Unis
de manquements à la sécurité sur leurs voyageurs et d'un manque de coopération avec l'Amérique. Le Tchad, qui avait pourtant été écarté lors de la première version du décret, a été intégré. Tous ces citoyens sont interdits d'accès au territoire américain. Le Soudan, l'un des 6 pays musulmans visés par le précédent décret, a été retiré de la liste. Dans un message sur Twitter, le président américain a affirmé que sa priorité numéro 1 est de rendre l'Amérique sûre. Nous n'accepterons pas dans notre pays ce que nous ne pouvons pas bien contrôler, a-t-il souligné. Enfin, elle était considérée comme la femme la plus grosse du monde. L'Égyptienne Eman Ahmed Abdel Hati pesait jusqu'à 500 kilos. Elle est décédée ce lundi des suites d'une faiblesse cardiaque combinée à une insuffisance rénale. C'est ce qu'a annoncé l'hôpital d'Abu Dhabi, où elle était soignée par une équipe de plus de 20 médecins depuis son arrivée en mai dernier aux Émirats arabes unis, en provenance de l'Inde. En raison de son poids, elle avait subi une attaque et souffrait de diabète, d'hypertension et d'insomnie. Cette femme d'Alexandrie n'était pas sortie de chez elle depuis 25 ans. Au monde de sport, avant de boucler ce journal, à Saint-Louis, le beach soccer doit être revalorisé. C'est l'avis d'Ahmed Fall Braya qui participait en tournoi de 24 équipes amatrices de beach soccer organisées à la place de l'Hydrobase. Il pense que le Sénégal doit être un pays de référence vu les talents dans le nord du pays et qui ne sont pas exploités par la Fédération sénégalaise de football. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu des talents ici et il est temps de revaloriser le football de la place, ce qu'on appelle le beach soccer. Je sais qu'aujourd'hui, dans la langue, il y a des potentialités qui peuvent aller très loin dans le football de plage. Et pour ça, je crois que c'est des percées, c'est des voies qui permettent à cette jeunesse-là d'arriver au haut niveau. Et je pense que nous sommes en train de bien faire. Je fais appel à l'endroit du ministre des Sports pour appuyer cette dynamique que je suis en train d'enclencher et qui me paraît très important parce qu'au niveau de la langue, il n'y a pas d'infrastructure. Je crois qu'on a un seul terrain qu'il faut réhabiliter, il n'y a pas de terrain de basket et ça, je crois qu'il faut y penser. À Gokhombat, il y a de très grands espaces, il faudrait construire de grands terrains qui permettent à ce que même des matchs de Noëtan puissent être joués ici. Et tout ça, je pense qu'il l'a entendu. Au niveau de l'hydrobase, il y a de l'espace. Il faut nous mettre des terrains normalisés qui permettent à ce que les équipes de cette zone puissent jouer dans leur fief. Je crois que ce message-là, le ministre va l'entendre. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Tout de suite, l'invité du 20h. Mahmoud Ibrakan, bonsoir. Bonsoir.